Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 30 décembre 2022. C'est la petite dernière de l'année et l'édition qui précède l'édition spéciale en direct du Consumer Electronics Show de Las Vegas que je vais vous présenter la semaine prochaine. Alors, question de vous mettre dans l'esprit du CES et de vous faire plaisir, de faire plaisir également à ceux qui se préparent ou qui sont en route vers Las Vegas pour participer à l'événement. Je vous propose cette semaine une édition pré-CES avec des gens qui connaissent le CES sous toutes ses coutures. Dans la prochaine heure, vous allez entendre les deux auteurs du guide de survie du CES, la 4e édition. Vous allez entendre le témoignage d'un Sherpa français du CES qui amène année après année, qui guide les patrons des grandes entreprises françaises depuis plus de 20 ans. Vous allez entendre les chefs de mission des missions du Québec et de la France qui ont préparé les participants pour profiter au maximum de leur périple à Las Vegas. Et pour casser la glace, je vous propose un entretien avec le journaliste Alain McKenna qui retourne cette année encore pour couvrir l'événement pour Le Devoir. Maintenant, je prends un instant pour saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. C'est peut-être la dernière, mais il faut quand même garder les bonnes habitudes. Donc, salutations toutes particulières cette semaine à Dan Benoît, Philomène Pierre, Éric Chauvelot, Jack Roy et Viviane Bouchard. À vous 5, merci pour votre écoute. Et puis, merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech en continu. Laissez-moi en profiter pour vous inviter à venir écouter Radio Mon Carnet. Il y a deux façons de le faire, soit en visitant moncarnet.com, le blog, ou vous allez directement sur radiomoncarnet.com et vous aurez accès au lecteur MP3 de radio. C'est parfait pour écouter sur un téléphone intelligent sur la route. Cette année, les organisateurs du CES s'attendent à plus de 100 000 participants. Ça, c'est le double de l'an dernier. Nous étions seulement 45 000, mais en même temps, c'est beaucoup moins que la dernière édition pré-pandémique qui avait enregistré plus de 170 000 participants. Cette année, toujours selon les organisateurs, on attend plus de 3 000 exposants provenant de 173 pays, dont 1000 startups qu'on va retrouver au pavillon Eureka Park. Parlant de pavillons, 20 pays seront représentés officiellement par un pavillon et ça inclut l'Ukraine qui aura son pavillon pour faire valoir son savoir-faire dans le domaine de la tech. Et une des 41 catégories de produits qui va faire probablement le plus parler du CES cette année, c'est la catégorie des véhicules. Plus de 300 exposants seulement dans cette catégorie qui vont présenter la nouveauté, l'innovation dans le domaine, autant sur la route, dans les bois, sous l'eau, que dans les airs et même dans l'espace. Bon, alors, pour lancer la discussion sur l'événement, je vous propose cette rencontre que j'ai eue avec le journaliste spécialisé en techno du Devoir concernant cette édition du CES et ses attentes envers l'édition 2023. Voici ma rencontre avec Alain McKenna. Alain McKenna, bonjour. Salut Bruno. Belle salle de réunion, ce qui explique le son. Mais Alain, le CES, c'est dans quelques jours, alors qu'on se parle. Comment tu te prépares à cette édition de 2023? Je me prépare en me réveillant parce que c'est le 2 janvier qu'il faut partir. C'est le lendemain du jour de l'an. Donc, en partant, il faut y aller sobrement sur les festivités la veille. Ce qui est le fait avec le CES, puis tu le sais, parce que quand on y va, on part le lundi matin dans le même avion qu'à peu près 100 autres personnes qui sont généralement des exposants sur place, qui viennent du Québec. La meilleure façon de te préparer pour moi, c'est de m'asseoir dans l'avion puis d'écouter ce que les gens disent, parce que c'est souvent là qu'on réalise que tel fabricant, telle compagnie, tout ça, vont sur place et ça dicte souvent le ton, parce que ces gens-là, évidemment, exposent ou vont là rencontrer des clients ou des fournisseurs ou peu importe, mais font aussi des événements pour les entrepreneurs ou les entreprises québécoises qui sont sur place. Et puis ça permet d'aller tâter un peu le pouls de ce qu'on voit moins ici au Québec, parce qu'on a quand même une espèce de petit écosystème de sociétés fabricantes de produits électroniques ou de technologies, tout ça, qui sont souvent très exportatrices, donc moins connues ici. Et ça donne un portrait différent. Et puis cette année, en fait, c'est aussi
Après l'année dernière qui était moitié-moitié et 2 années de COVID, c'est vraiment, je pense, le gros retour du CES en version pleine grandeur. Puis ce que j'ai hâte de voir, parce que la dernière fois que je suis allé, j'avais croisé le ministre Fitzgibbon qui était là, qui est maintenant un super ministre. Donc, il est supposé y retourner cette année, m'a-t-on dit. J'ai hâte de voir s'il va être là aussi, justement pour représenter l'espèce d'écosystème techno-québécois. Là. On dit que cette année, ça va être une année importante pour le monde de l'automobile. J'ai l'impression qu'on pourrait le dire à tous les ans, parce que d'une année à l'autre, ça augmente. Mais là, cette année, tout le pavillon, tout l'aile qui est réservé à l'automobile est pleine depuis des mois. J'ai l'impression que ça va être quelque chose de gros, là. Ça va être gros, puis il y a 2 raisons à ça. C'est que premièrement, les technos sont un peu essoufflés de leur côté. Ça fait quand même quelques années. Puis là, cette année, 2022, ça n'a pas super bien été, point de vue, finance et tout ça. Donc, je pense que les exposants plus techno sont plus modestes cette année. Et en même temps, 2023 à 2028, c'est vraiment les 5 ans les plus déterminants pour l'industrie automobile. Là, on parle d'électrifier jusqu'à 100% dans 10 ans, là, mais quand même dans les 5 prochaines années, plus que la moitié de ce que les fabricants vendent en ce moment. Et les voitures électriques, c'est banal à dire comme ça, mais ce sont des gros gadgets sur roues. Là. Il n'y a plus de mécanique, huile, essence, tout ça. C'est vraiment de l'électronique, beaucoup d'électronique, de la télématique, des voitures connectées pour échanger de l'information sur la route ou peu importe. Et ce qu'on s'est aperçu au fil des dernières années, c'est que dans l'industrie automobile, c'est que les salons automobiles traditionnels, ça servait pas à grand-chose. En tout cas, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire autre chose, puis c'était au moins aussi facile en termes de rayonnement, aussi efficace. Et un des événements qui continue d'attirer, parce que c'est dans un autre monde un peu, c'est le CES, parce que c'est un show de techno qui attire un très large auditoire, pas mal plus que les salons de l'auto aux États-Unis et au Canada. Donc, pour les fabricants qui ont un petit peu la volonté à la fois de présenter leurs produits au plus grand nombre de personnes possible, mais aussi de faire un certain coup d'image pour se présenter comme des sociétés très innovantes, d'aller au CES, ça tombe sur le sens pas mal. Là. Alain, pour quelqu'un comme toi, qui à la fois a toujours été un journaliste technologie, là, les gens, c'est pour ça qu'on se parle et qu'on se connaît, mais qui a aussi toujours été un journaliste automobile, de voir cette transition, de voir ces gens, si on le prend du point de vue du CES, là, de voir année après année les fabricants automobiles arriver. Et là, maintenant, on est en train de penser au tout électronique, là. Ça doit être assez particulier de ton point de vue, là, parce que c'est comme si tu étais dans un univers... C'était ton univers à toi. Et là, tu vois tout le monde arriver, puis même tes collègues qui, des fois, doivent être à la course pour essayer de comprendre à quoi sert telle affaire, alors que toi, tu as à la fois la connaissance de l'électronique et du monde automobile. Ouais, il y a vraiment 2 univers qui fusionnent un peu, on peut le dire. Il y a vraiment un croisement qu'il n'y avait pas avant. Puis ouais, je croise maintenant des collègues automobiles dans les technos, puis des collègues techno dans l'automobile. C'est un peu mêlant, mais... il y a certainement des choses qui arrivent dans le secteur automobile en ce moment, qui sont déjà arrivées dans les technos, qui nous permettent, en tout cas pour moi, qui me permettent de les anticiper. Puis ce qui est un peu cocasse, c'est qu'on voit les entreprises, des grosses entreprises, des fabricants automobiles, des compagnies qui ont, dans certains cas, jusqu'à 100 ans et plus d'historique. Et elles arrivent dans un nouveau créneau et elles font les mêmes erreurs que les autres ont faites avant. Donc, vraiment, c'est là qu'on se dit, wow, les industries comme ça sont assez étanches en fin de compte, et elles prennent pas des erreurs des autres souvent. Et là, ce qu'on voit, et ça va être fascinant tout au long des prochaines années, mais peut-être plus cette année, parce que c'est une grosse tendance, puis je pense qu'on va le voir au CES, dans l'automobile. C'est, en anglais, ils disent l'iPhoneification de l'automobile, c'est-à-dire que les voitures vont de plus en plus ressembler à un gros téléphone intelligent, dans lesquels on va installer des applications, dans lesquels on va s'abonner pour des services. Et on a entendu parler l'année dernière de cette aberrante idée qu'a eu BMW d'offrir des sièges chauffants par abonnement dans ces voitures. Il va y avoir des erreurs comme ça, puis il va y avoir des choses qu'on va voir. Je ne sais pas au CS qu'est-ce qu'on va voir exactement, mais cette idée d'offrir des services par abonnement dans la voiture, c'est une espèce d'application logicielle à valeur ajoutée, là, en termes buzz, là, en tout cas, en jargon d'industrie. Ça va arriver, puis on va le voir, peut-être pas sur des sièges chauffants, ça c'est vraiment ridicule, mais dans des services d'application, navigation évoluée, conduite avancée, des choses comme ça. Mais on l'a vu, je pense que c'est la semaine dernière. Le mois dernier, il y a Mercedes qui a lancé la fonctionnalité, évidemment moyennant payant, de débarrer les performances des voitures électriques. Oui, ça, effectivement, c'est un super exemple puis ça vient un peu de Tesla aussi, qui le fait avec ses différents groupes de conduite assistée.
Mais oui, ajouter du couple à ton moteur électrique, ça se fait bien parce que c'est un contrôleur électronique qui gère tout ça. Fait que ça va arriver puis ça va être ça commence là. On va en entendre parler certainement au CDS, mais on va en entendre parler pendant les prochains mois, les prochaines années, c'est sûr. Je peux pas, puisque je te parle, faut que j'en profite. Sony, dans le monde de l'automobile, ça fait 2 CES qui sont présents, qui vendent. La première fois, c'est pour dire, on fait juste vous montrer qu'on serait capable. La dernière fois, l'année passée, c'était non, mais on est capable, voici des modèles. À quoi tu peux t'attendre de la part de Sony cette année? Je pense qu'ils vont sauver Honda parce que ce qu'ils ont annoncé après le CES l'année dernière, c'est une co-entreprise avec Honda pour rendre leur vision, qui est littéralement le nom de leur voiture, réalité. Sony qui fait tout sauf le moteur dans une voiture. En fait, ils font les contrôleurs électroniques, les capteurs, le système de son. Et ils ont annoncé, parce que Honda, c'est l'espèce de motoriste et le fabricant de carrosserie, si on veut, qui emballerait tout ça. Ce qui est intéressant, d'une certaine façon, c'est que Honda est super en retard, comme les autres fabricants japonais, là, dans l'électrification, dans ce virage-là. Donc là, ce serait peut-être l'occasion pour les deux et puis je sais pas si ça va être possible, parce que c'est vraiment 2 entreprises qui sont en retard, de rattraper puis de dépasser le reste du troupeau. Mais il va falloir voir au CES encore cette année s'ils ont une autre petite surprise. La première année, c'était une voiture. L'année passée, c'était plus une espèce de petit VUS, c'était de la fête familiale. Là, on a maintenant Honda qui est officiellement dans le portrait avec Sony. Donc, on a peut-être qu'il y a une surprise qui s'en vient au CES de ce côté-là. C'est tout à fait possible. Puis, c'est 2 marques fortes qui ont pas besoin de se faire connaître des clients. Évidemment, on va parler d'électronique pure et dure, notamment de Matter, qui est le nouveau protocole là, de branchement pour faciliter la vie des consommateurs, notamment. Comment tu vois ça? As-tu l'impression que cette année, on va avoir droit à... on l'a vu dans les années passées, là, il y avait des centaines de kiosques où on voyait iPhone compatible, Alexa compatible l'année d'après, puis Google compatible. As-tu l'impression qu'on va voir Matters compatible cette année? Je sais pas à quel point ça va être concerté, mais déjà, ça fait depuis un mois, là, on le voit, là, les mises à jour des grandes plateformes intègrent Matter, qui est une espèce de langage unifiant qui permet de parler à travers Alexa des produits Google et inversement, essentiellement, si on résume ça comme ça. Puis la plupart des gros fabricants sont là. Et je pense que s'il y avait une tendance à déceler, je pense que c'est celle-là, parce qu'on sent qu'on se prépare pour le gros événement du CES pour présenter toutes ces nouvelles générations de produits-là, parce que ça va débloquer beaucoup de marchés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des gugus à la maison, des ampoules, n'importe quoi, qui sont associés à une seule plateforme, puis qui doivent être fâchés de ne pas pouvoir accéder à l'autre plateforme pour compléter leur trousse de maison connectée, appelons ça comme ça. Et là, de voir qu'on peut le faire, ça va peut-être relancer le marché. C'est la moindre des choses, en fait. Donc, au niveau des grands fabricants, Amazon, c'est sûr, c'était déjà annoncé. Google, ça s'en vient aussi. Je ne sais pas si les petits fabricants, les tiers, les Philips Hue, ces affaires-là, je ne sais pas à quel point ça va être cette année, mais c'est sûr que ça fait depuis le printemps passé qu'on parle de Matter. Fait. Ce serait un bon moment pour le faire. Dernière question, probablement la plus importante, le CES, c'est des journées marathon. Est-ce que tu as déjà choisi ta paire de souliers qui va te permettre de marcher ces kilomètres à tous les jours? Non seulement j'ai mes souliers, mais j'ai aussi un vélo parce qu'on va faire un groupe d'entrepreneurs canadiens, en fait, et là, sur place, ils organisent un trek de fat bike dans le désert. Je n'en dirai pas plus parce que je n'en sais pas plus, mais j'ai déjà réservé mon bicycle. Puis, il va y avoir de l'activité, mais c'est beaucoup de marche. C'est gros, le centre des congrès, puis les hôtels autour qui accueillent le CES. Là. Mais il y a aussi extrêmement beaucoup de monde tout le temps. C'est plein partout. Donc, de pouvoir sortir un peu, ça va faire du bien. Et oui, des souliers de course, en tout cas, une bonne semelle, là, c'est la moindre des choses parce que c'est beaucoup de marche. Alain, bon CES, et puis on se recroisera là-bas. Absolument, on se voit à Vegas. Alain McKenna, qui est le journaliste tech du quotidien Le Devoir. Depuis 4 ans maintenant, Lionel Tardier et Mathieu Deboeuf-Rouchon proposent le guide de survie du Consumer Electronics Show de Las Vegas. Et cette édition 2023 est toujours aussi intéressante à consulter
particulièrement pour les gens qui en sont à leur toute première ou seconde édition et qui sont à la recherche d'informations pour rendre leur prochaine visite plus profitable, plus agréable et plus rentable en bout de ligne. Cet ouvrage, il est quelque part entre le Lonely Planet du CES et une Bible du participant, rien de moins. Pour parler du CES, qu'ils connaissent comme le fond de leur poche, et particulièrement de cette nouvelle édition qu'ils ont déjà largement décortiquée avec leur analyse pré-événementielle, je vous propose une rencontre avec les deux auteurs. Bonjour Lionel Tardy et bonjour Mathieu Deboeuf-Auchon. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. J'ai fait la présentation, mais laissez-moi de vive voix vous féliciter pour cette nouvelle édition du guide de survie. C'est vraiment un incontournable. Je pense que les premières années, j'aurais rêvé d'avoir un livre comme ça pour pas perdre mon temps pendant et m'assurer d'être bien organisé avant de me rendre sur place. Alors, première question, parce que ça fait longtemps que vous pratiquez le CES. Qu'est-ce que ça représente le CES pour vous? Qui veut se lancer le premier? Mathieu. Allez. Le CES, c'est le salon, alors pour nous en tout cas, Lionel et moi-même, de la convergence. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va beaucoup sur le CES pour voir du produit connecté. Et la particularité de ce salon, c'est tel que Lionel et moi-même, nous le vivons, c'est avant tout pour aller voir ces produits, mais surtout aussi de détecter les tendances qui sont derrière. Parce qu'il n'y a pas de tendance au CES à proprement parler. Ce qui est intéressant dans tout le travail qu'on mène avec Lionel, c'est cette lecture entre les lignes finalement de cet événement planétaire dans lequel il y a une résonance médiatique exceptionnelle, qui nous amène à détecter des signaux qui nous font dire qu'effectivement une tendance qui était naissante l'année précédente ou l'année même encore d'avant se confirme par une présence plus ou moins massive de tel ou tel acteur, de telle ou telle catégorie dans le CES ou un topic qui va prendre une dimension plus importante en nombre d'exposants avec une technologie, une intégration qui peut être plus ou moins forte selon un système d'information ou un autre, qui nous font dire que finalement il y a quelque chose qui en ressort et qui nous font dire que dans le CES, nous pouvons aussi détecter certaines tendances. Voilà, faut lire entre les lignes parce qu'on n'y va pas pour ça. Mais globalement, quand on est dans cette approche-là, on arrive effectivement à essayer de dessiner un parcours. Alors, Tech for Good, la sustainability bien entendu, d'autres sujets qui sont majeurs, Human Security for All qui est cette année une ligne rouge. Et voilà, c'est une forme de seconde lecture que l'on peut faire de ce salon. Et le guide, effectivement, tu soulignes la première fois où tu as été, tu aurais bien aimé la voir. C'est un peu la façon dont il est né. Après cette première année, il y a pas mal d'années maintenant, subi. Et donc, on n'a pas été aussi efficace qu'on voulait. C'est ce qui nous a amené à écrire ce livre. Lionel, je reviens sur ce que Mathieu disait. Entre les lignes, je pense que c'est important, puis vous le faites, vous, systématiquement, et même en direct du CES quand vous faites des diffusions sur Internet, mais après, vous êtes beaucoup à regarder les tendances, mais même les tendances fines que vous arrivez à voir, à détecter entre les lignes. Et j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est ça le défi quand vous assistez au CES, c'est de justement voir entre les lignes ou entre les kiosques ce qui se dégage? Alors, ce qui est intéressant, toi, tu es sur ce salon depuis beaucoup d'années et tu l'as vu probablement observer de près prendre le virage du software et de l'Internet. Un salon d'électronique, un salon où la mobilité est présente, mais elle est mobile et elle est présente grâce en fait au software qui est ajouté. Et donc c'est cette convergence du software et du hardware qui, depuis 15 ans, est véritablement au cœur du CES. Et le CES, par son envergure planétaire et par son souhait d'être une envergure planétaire, a aussi réussi, et notamment ces dernières années, à essayer, je ne sais pas s'il y arrive complètement, à imposer une ligne éditoriale comme un vrai média. Quand cette année, il nous parle de la tech pour un meilleur lendemain, c'est une ligne éditoriale. Évidemment, les industriels ne suivent pas forcément la ligne éditoriale de l'exposition, mais malgré tout, dans la façon qu'ils ont de mettre en avant les différents services et leurs différents produits, ils vont essayer de rentrer en résonance parce qu'ils savent très bien que c'est en rentrant en résonance avec cette ligne éditoriale qu'ils vont avoir le plus gros impact. Et c'est ça qui est intéressant. Par contre, comme tu le posais au niveau de la question, au niveau de ta question, les tendances fines qui peuvent se dégager, c'est souvent une association entre à la fois l'évolution technologique sous-jacente, et là, il faut essayer d'aller creuser vraiment et faire le tri entre ce qui est dit à des fins presque marketing, parce que ça reste un salon
très commercial et marketing, et faire le tri avec ce qui est dit et ce qui est vraiment réalisé, ce qui est vraiment en dessous. On sait bien que l'IA, depuis maintenant presque une dizaine d'années, a été mise à peu près à toutes les sauces. Et donc, l'idée, c'est de faire le tri entre le bon et le vrai. Voilà. Et c'est ça qui nous motive, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'on passe, bien sûr, du temps à parcourir le CES Daily, mais qui est finalement une compilation des communiqués de presse. Et ce qui nous donne malgré tout une vue assez rapide et globale de ce que les très gros exposants veulent nous faire passer comme message par rapport à ce qu'ils proposent. Et c'est pour ça qu'on passe beaucoup plus de temps sur une partie plus petite du CES, qui est la partie du Venetian Expo, qui regroupe à la fois les startups et des sociétés à taille plus humaine, notamment autour de la santé, notamment autour de la smart home, plus proche de la vie des gens, même si les grands constructeurs de la mobilité vont encore cette année occuper de plus en plus de place et vont probablement nous délivrer, et on attend la conférence, je crois que c'est le 5 de Carlos Tavares de Stellantis, pour encore nous dresser le panorama et le profil de ce qui pour eux se dessine dans la mobilité de demain. Et on sait que la mobilité, c'est l'économie. Il n'y a pas d'économie sans mobilité. J'étais curieux en lisant la nouvelle édition. Qui sont vos lecteurs? Parce que là, ça fait plusieurs éditions que vous avez sous le clavier. Je présume que vous avez de la rétroaction. Qui sont ces gens qui décident d'investir dans l'achat du livre pour mieux se préparer? Alors oui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs profils. Le premier, c'est globalement celui qui part en tant que visiteur, à proprement parler. Alors visiteur, souvent d'ailleurs un first-timer, donc une personne qui va pour la première fois, qui est convaincue du côté tentaculaire du salon, qui a besoin de le préparer au mieux pour ne pas subir et être efficace pendant 4 jours. Parce que on a quand même 2 mois et demi de préparation sur ce salon, 4 jours véritablement de salon ouvert, 3 en réalité, parce que si on inclut cette année le dimanche, on sait que le dimanche va être fébrile en termes de productivité, et globalement, on a quand même besoin de se préparer, premièrement. Deuxièmement, le lecteur individuel qui va et qui s'y rend pour sa société a plusieurs objectifs à se fixer, qui va pouvoir travailler au travers du guide. Et puis globalement, il a besoin aussi d'avoir des arguments pour pouvoir le placer, parce qu'un déplacement au CES étant c'est quelque chose coûte cher. Alors coûte cher dans la mesure où c'est loin pour nous Européens en tout cas, peut-être moins pour toi Bruno qui est quand même plus proche, mais globalement c'est un investissement. Et pour que cet investissement soit rentable, tout le travail c'est aussi l'argumentation et les objectifs qu'on va se fixer pour en faire un levier business. Donc ça c'est le premier lectorat, je dirais assez classique du guide de survie du CES. Et le deuxième, c'est celui qui est plutôt en forme de délégation, c'est-à-dire des délégations qui se déplacent, régionales ou organisationnelles, sous forme de think tank ou autres, et qui là vont avec le guide finalement pouvoir le personnaliser, ce qu'on fait depuis 2 ans, avec l'ensemble des personnes qui vont être présentes, qui vont être intégrées, avec qui elles sont, les contacts, etc. Donc une forme de personnalisation par délégation pour pouvoir aussi identifier, parce qu'on rajoute une sélection des sociétés à l'intérieur que l'on pense et que l'on considère par rapport à leurs objectifs intéressantes. Et donc là, c'est tout un travail avec Lionel que l'on mène de scrapping sur le site et puis d'identification des meilleures sociétés, avec le challenge d'avoir le bon contenu à temps. Et on sait très bien que la CTA est souvent un peu en retard sur son calendrier de déploiement de la plateforme. L'identification du lieu aussi, où est-ce qu'ils sont sur le CES, parce qu'effectivement, si on dit qu'il faut voir une société au Vénitian, si celle d'après, il faut aller au LVCC, on sait très bien qu'il y a entre 40 et 45 minutes pour pouvoir s'y rendre, étant donné que la ligne droite ne serait-ce que du Vénitian fait quasiment 700 mètres. Donc on voit qu'effectivement, si on doit passer par le casino, on a déjà 2 km pour aller récupérer le monorail. Et donc ça, c'est le deuxième lectorat, celui des délégations qui se déplacent, qui vont personnaliser chacune de leurs éditions et qui vont pouvoir avoir, en plus du guide de survie, de tous les conseils, finalement une sélection personnalisée par rapport à leurs objectifs. Et il y a un troisième, plus naissant cette année, parce que c'était pas celui qu'on avait au départ avec Lionel, par rapport aussi à l'origine de ce livre, qui sont tout simplement les startups à qui on livre pour cette année, parce qu'on a pu présenter au travers de la délégation French Tech finalement des tips and tricks à leur égard, que Lionel a par ailleurs parfaitement résumé dans le livre. C'est juste que c'était un gros travail de synthèse aussi. Tous les conseils qu'on leur donne, parce que Dieu sait qu'il y en a, Dieu sait aussi qu'il y a des startups qui sont pas forcément aussi bien préparées qu'on aimerait. Et puis 4 jours, ça passe vite. On doit pitcher, on doit aller vite, on doit prioriser les contacts que l'on rencontre. Et donc cette année, on a eu le plaisir de pouvoir leur parler et de leur donner ce que nous, en tout cas en tant que visiteurs,
leader, détecteur de tendances, exposant dans une certaine mesure par rapport à nos sociétés respectives, naturellement, on a certaines attentes et on leur a livré les conseils que nous, on aimerait bien avoir pour que quand on collecte ce contenu, quand on donne nos conférences avec Lionel, on puisse tout simplement aussi avoir ce contenu plus facilement. Donc, c'est les 3 grands lectorats. Et c'est intéressant de le préciser parce que c'est ça, ce guide-là, il est autant pour le visiteur qui veut aller voir ce qu'il y a d'intéressant que celui qui se rend là pour pitcher, pour présenter son produit, son service. Et c'est là où je le trouve très pertinent parce que ça permet de mieux comprendre le rôle de chacun à l'intérieur de ça. Mais ce qui est aussi surprenant dans ce livre-là, c'est que vous travaillez autant sur l'avant, le pendant, mais également sur l'après, sur le retour à la maison après le CES. Et ça, j'aimerais ça que vous nous en parliez. Donc, il y a tout un volet là sur ce qu'on doit faire. Lionel? Alors, je ne sais pas si je vais décevoir les gens qui nous écoutent et qui t'écoutent régulièrement, mais c'est purement commercial. Parce que finalement, les personnes qui sont sur le CES et qui entendent parler du guide se disent finalement, est-ce que dans ce guide, il y a peut-être encore des choses à apprendre pour mettre en valeur ce que j'ai appris moi-même en me déplaçant sur le CES. Et donc, ça nous permet aussi de faire la publicité du guide pendant le CES, puisqu'il reste encore utile après le CES. Voilà. Les un marketeur né, Lionel. Non, mais c'est sérieux, parce qu'il y a encore beaucoup de matériel dans le guide concernant le retour. Oui. Il y a des choses sur lesquelles il faut se pencher pour mieux rentabiliser tout l'investissement qui a été fait là. Tout le sujet et tu le soulèves et en même temps c'est un vrai travail qu'on mène avec Lionel parce qu'on s'est posé ces questions-là en tant que visiteur. Il faut savoir que ce guide est né en réalité il y a alors là c'est la 4e édition mais il est né en fait il y a quasi 6-7 ans auprès des délégations françaises qu'on a accompagnées au départ. Et puis au bout d'un moment les organisateurs de l'Eurnext nous disaient mais vous auriez pas un peu de contenu, des astuces à donner avant, et puis on a commencé à rédiger comme ça. Alors au départ c'était sur du PowerPoint et puis ça s'est partagé ensuite en PDF, puis on s'est dit au bout d'un moment quand même avec Lionel ce serait marrant qu'on édite une forme de livre qui serait une synthèse de toutes nos erreurs, et Dieu sait qu'on on en a eu quelques-unes, notamment certaines de très cocasses qui nous ont amené à dire faisons-en est-ce qu'on va en faire une synthèse? Oui. Le problème, c'est que d'année en année, on remplit de tips and tricks, on rajoute des anecdotes, on livre aussi l'évolution de nos techniques de veille, par exemple, en termes de scrapping, en termes d'outils qu'on utilise, que ce soit du Airtable, que ce soit notamment du Make Integromat pour cette année, de l'automation derrière. On livre aussi une partie de la façon dont on travaille pour préparer ce CES, le vivre de manière la plus optimisée possible, et puis derrière, bien entendu, le capitaliser, parce que capitaliser sur ce déplacement, c'est autant aller chercher du partenariat et livrer du business ensuite derrière avec des actions commerciales qu'on va pouvoir suivre, autant que de pouvoir faire des restitutions et orienter finalement les stratégies d'innovation, les stratégies de développement produit que l'on va pouvoir faire en fonction de ces roadmaps d'innovation. Donc au retour, même en tant que visiteur, on est capable aussi d'avoir une forme d'inflexion sur des comités de pilotage innovation dans sa propre boîte au regard de la masse d'informations qu'on a collectées sur ce salon, des rencontres et puis des partenariats qu'on va nouer. Le CES, c'est un vecteur de valeur pour les entreprises. Encore faut-il pouvoir exploiter a posteriori tout ce contenu. C'est là en fait que l'intérêt de se déplacer est présent. C'est si on est capable de vivre après le CES au travers du contenu et de le matérialiser. Et c'est un travail qu'on a mené avec Lionel pendant longtemps et qui aujourd'hui porte encore ses fruits. Puisque vous parlez d'erreurs, je vais vous prendre sur le sujet, mais évidemment, je ne vais pas vous demander de me parler de vos erreurs, ça serait trop facile, et on pourrait en parler probablement longtemps. Mais quand vous regardez les délégations que vous avez accompagnées, les entreprises, les PME, les startups que vous fréquentez dans le cadre du CES, quelle est l'erreur qui revient le plus souvent pour les gens qui participent au CES dans la préparation ou une fois qu'ils sont là? Je vais répondre sur mon avis, et je pense que Mathieu en aura probablement un autre. Pour moi, la première erreur des personnes qui viennent notamment de France, parce que c'est vrai qu'on a un président de la République qui a fait il y a quelques années la promotion du CES largement, puisque finalement ses opposants politiques ont rebondi sur sa visite, qui n'était pas si médiatisée que ça à l'époque puisqu'il n'était que ministre. Mais c'est en fait des personnes qui vont venir au CES d'abord parce qu'il y a le mot Las Vegas. Alors le lieu, tout le monde vous dira tu vas à Las Vegas, bah oui, mais enfin bon, moi j'ai pas mis 50 cents dans les machines à sous depuis plusieurs années, donc finalement je vois Las Vegas comme contrairement à Mathieu qui en met un peu plus, bon, enfin assez peu finalement. Hein. Et donc c'était de dire que moi ce que j'observe le plus, c'est que les gens ne savent pas véritablement ce qu'ils vont y trouver et pourquoi ils y vont.
C'est très étonnant parce que, comme disait Mathieu, c'est un investissement, mais il y a un certain nombre de personnes qui, on le voit au niveau des délégations, qui y vont, je dirais, un peu la truffe au vent. On va voir des choses. C'est la ville de la lumière qui scintille et il va y avoir des beaux stands, il va y avoir des belles choses et je vais voir des choses. Mais en fait, et je crois que la pire des remarques que l'on avait eues il y a quelques années par une ex-collègue qui nous disait « je veux tout voir ». Bah, on lui dit « tu vas pas voir le quart du début du centième de ce qu'il y a d'exposé ». Donc ça veut dire que si tu y vas sans véritablement avoir identifié ce que tu voulais y faire, tu peux vouloir y aller pour visiter le Grand Canyon et puis faire un peu de machine à sous et voilà. Mais si tu n'as pas identifié en termes de levier business que tu veux y faire, ça ne servira à rien. Et c'est un petit peu ce que l'on essaye de dire dans le livre, et c'est en cela que ce guide n'est pas forcément daté. Bien sûr, c'est l'édition 2023, et dans l'édition 2023, on dévoile quelques petites choses que l'on a subies dans l'édition 2022 et qu'on présume être la bonne solution pour aborder l'édition 2023. Mais il y a toute une partie du contenu, et je pense qu'on peut l'établir autour de 75 à 80%, qui est complètement intemporel et qui conseille véritablement le lecteur sur qu'est-ce que je peux faire, comment je peux me préparer et comme tu l'as dit tout à l'heure, comment je peux valoriser ce que j'ai fait sur place. Okay. Mais moi, ma première remarque, c'est beaucoup, ils vont sans vraiment savoir ce qu'ils vont y trouver. Et quand ils sont en délégation, c'est un petit peu comme les touristes qui visitent une capitale, Montréal, New York ou Paris, enfin ce que vous voulez, qui suivent le guide en fait. Puis Lionel, s'il y a quelqu'un qui nous écoute présentement, qui est assis dans un siège d'avion en direction de Las Vegas en se disant, moi je vais aller visiter Las Vegas et qui s'est pas préparé, ben, peut-être lui dire qu'il n'a pas pris la bonne semaine pour que ça lui coûte pas tellement cher, parce que c'est probablement la semaine où ça coûte la plus cher à Las Vegas, hôtel, restaurant, transport confondu. Donc, ben, en tout cas, bon voyage et on salue les gens qui nous écoutent en avion. Mais Mathieu, de votre côté, quand vous pensez à des erreurs que les gens font en se préparant... Pour boucler effectivement sur les délégations, d'où l'intérêt, et comme ça me permettra d'enchaîner, Lionel souligne effectivement la nécessité d'avoir des tours qui organisent les LearnEx pertinents, c'est-à-dire pertinents qui vont travailler sur les objectifs, travailler avec des ateliers sur place, à la différence de certains qui vont faire plutôt du tour opérateur sur place et aller voir ce qui se passe. Donc là, en fait, faut une année blanche, hein, aussi sur le CES, faut accepter que la première année soit une année qui soit pas forcément aussi productive que d'habitude, mais très rapidement, il faut en faire un levier. Donc ça, c'est le travail et c'est ce que souligne Lionel à très juste titre. Deuxième point, je vais prendre la partie logistique, parce que ça, c'est effectivement, beaucoup vont se dire, on va regarder le moins cher. Tu soulignes les tarifs exorbitants sur Las Vegas. Alors, cette année, on est à peu près bien loti sur 2023. Je dirais qu'on est quand même à 50% en dessous des tarifs qui étaient pratiqués il y a encore 4 ans. Mais ça reste quand même des chambres d'hôtel qui, globalement, pour beaucoup, ne valent pas plus qu'un Ibis en termes de positionnement marché, c'est-à-dire c'est assez équivalent, c'est standard, c'est qualité, la literie est bonne, etc. Mais bon, c'est pas non plus des grands palaces. Et ben, je trouve qu'à 400 ou 600 $ la nuit, ça fait cher. Donc, quand on regarde effectivement ces éléments, le choix de l'hôtel est stratégique dans la mesure où, en fonction de ses objectifs, on va identifier une zone et en fonction de cette zone, choisir son hôtel. C'est pour ça que dans le guide, on a divisé ça selon les zones du CES, Tech South, Tech East et Tech North, sur lesquelles on va avoir effectivement, non, West, pardon, je peux pas lire le nord de Las Vegas, mais on a effectivement 3 zones identifiées en fonction de ces zones, sur lesquelles si on passe 80% de son temps sur le LVCC, naturellement, on va plutôt se positionner dans la direction haute de Vegas, alors que si on est plutôt en mode vénétiane, parce qu'on va rechercher des startups, on va plutôt privilégier effectivement tout le côté autour du César Palace, autour du Harrah's, autour de ces... Et ben ça n'a l'air de rien. Mais quand on va passer au bas mot 40 à 50 minutes pour se déplacer d'une zone du CES à l'autre, ça fait quasiment 1h30 dans la journée de transport, alors que c'est pas fondamentalement très loin, mais 1h30 qu'on ne passe pas forcément sur le floor. Donc en fait, il faut optimiser. L'erreur classique, c'est de ne pas se positionner au bon endroit par rapport à ses objectifs. Et puis ensuite, deuxième erreur, c'est d'essayer de penser que le planning ne doit pas être réglé. Non, le planning, c'est du millimètre. Alors nous, en tout cas avec Lionel, alors après... Marc-Lionel Gâteau, à nos amis, nous avait d'ailleurs surnommé les bulldozers du CES l'année dernière, parce qu'en fait le problème c'est que nous avec Lionel on commence nos journées à 5h du matin pour faire une review
finalement de ce qui s'est dit la veille et qu'on n'a pas pu scraper, parce qu'il y a quand même 2 CES, il faut aussi le rappeler, le CES qui se vit et le CES qui se voit. Celui qui se voit en ligne n'est pas celui qui se vit sur place. Et donc, pour essayer de contrecarrer effectivement ce qui se disait l'année dernière sur le métavers par rapport à ce qui serait la réalité opérationnelle du terrain qu'on vivait, c'était 2 choses différentes. Donc pour faire coïncider ces images, on fait une forme de press review le matin, très tôt, chacun dans nos chambres respectives, avant de faire une convergence au petit déjeuner. Et puis ensuite, on attaque notre journée. Et puis là, on tourne. Et puis on termine le soir, après notre conférence, un dîner. Et puis après, on renchaîne sur notre veille. Et puis on renchaîne surtout sur le classement de tout ce qu'on a accumulé comme documentation. Et c'est un cercle qui se termine. On dort, nous, 3 heures à 4 heures par nuit maximum sur toute la semaine. Mais on est rincé à la fin, mais on est heureux, on est enthousiaste parce qu'on a vécu plein de choses. Et vivre un CES, l'erreur, c'est de ne pas le vivre à fond. Et donc de le vivre parce qu'on n'a que 4 jours et donc il faut être à bloc. Et en même temps, ce qu'on trouve absolument sympa, c'est que c'est euphorisant. On repart de là, fatigué, exténué, mais quelque part, on est euphorique. On a passé une super semaine. On a rencontré des gens qui étaient complètement dingues aussi. Et quelque part, il y a quelque chose qui se crée. Cette chose qui se crée, l'erreur, la deuxième, ce serait globalement de ne pas la faire perdurer dans le temps, de ne pas revoir les contacts qu'on a sollicités, qu'on a rencontrés, et de ne pas refaire vivre cette histoire. Parce que quand il s'est passé quelque chose à Vegas, on a eu un temps de cerveau disponible entre 2 personnes qui n'auraient jamais pris ce temps en France, en tout cas. Et donc, souvent, on dit d'ailleurs, c'est la private joke en France, c'est-à-dire, on va à Las Vegas pour rencontrer des Français parce qu'on n'a pas le temps de les voir en France. Mais c'est une réalité. On voit des décideurs, on voit des personnes qui sont présents. Et ce temps de cerveau, il est exceptionnellement important. Il faut le préserver. Et qui plus est pour nous Français, Européens, c'est ces 9 heures de décalage qui font que il n'y a pas trop de contraintes quand on est sur le floor. On peut échanger concrètement. Donc, voilà. Donc, en tout cas, les erreurs classiques, c'est pour moi la logistique, au-delà de ce qui se fait, la logistique, ne pas vivre à 100% son CES, ne pas se fixer ses objectifs et identifier les bonnes zones. Donc voilà, c'est tout un mix qui font qu'un CES se vit pleinement. Alors oui, on peut aller au Grand Canyon, oui, on peut faire des choses, mais dans ces cas-là, effectivement, on y va selon le 3e objectif que l'on a mis dans le livre, celui de faire plutôt les soldes, parce qu'on est début janvier. Voilà, mais en tout cas, c'était des moments qui sont exceptionnels et qui vivent encore. Voilà, nous, on s'est rencontrés au travers avec Marc Lionel. Et c'est vrai que quelque part, c'est quelque chose qui perdure dans le temps parce qu'il y a une convergence, un projet commun et puis une énergie sur place qui est complètement folle, quoi. Je veux dire que ça reste Vegas et ce serait bête de ne pas vivre. Oui, tout est cher. Par contre, je te confirme qu'effectivement, les notes de frais, on ne citera pas de restaurant, mais le verre de vin à $68 de base pour avoir quelque chose qui, globalement, pour un Français, reste honnête, mais sans plus. Bon, globalement, c'est effectivement quelque chose d'à part. Las Vegas est à part et je pense qu'il faut le vivre comme tel aussi. Messieurs, pour terminer, je vous pose la question, évidemment, qui est dans la tête de tout le monde. Qu'est-ce que vous allez surveiller dans cette édition? Je vais commencer, allez, je me lance. On n'a pas préparé les questions. Merci Bruno de cette... C'est la patate chaude, là. Alors, tout est à surveiller. Moi, je voudrais surtout voir comment les intégrations, notamment de toutes les technologies qui ont été optimisées ou qui ont été affûtées par dans les grands noms du digital, comment ces technologies vont poursuivre leur intégration dans des produits qui sont des produits du quotidien. Alors vous allez me dire que je suis obnubilé par la mobilité, mais quand vous avez un constructeur comme Stellantis, et que je suis obnubilé par Stellantis, pense que le lieu même de la mobilité va devenir demain un peu à l'image de ce que disait un Français qui était Jean-Marie Messier, ou qui est toujours, je pense qu'il est toujours de ce monde, mais quand il était à la tête de Vivendi, qui voulait à la fois contrôler le contenu et le contenant, c'est-à-dire le support et l'éditorial. Je pense que là, on a des technologies qui sont devenues assez matures pour qu'elles irriguent et qu'elles inondent un certain nombre de secteurs d'activité qui étaient réservés à une activité en particulier, par exemple le déplacement, et qui va devenir un espace d'entertainment. Et quand vous avez des marques qui vont se dire on va vendre demain beaucoup moins de véhicules, ce seront sûrement des véhicules plus chers, et les gens à l'intérieur vont vivre une expérience plus que simplement de se déplacer d'un point A à un point B, on se dit tiens, la technologie va probablement changer les choses. Le fait que ce véhicule se déplace avec une énergie qui soit de l'hydrogène, de l'électricité bas carbone ou pas, c'est pas tellement là le problème. C'est comment on va transformer finalement l'incidence d'un outil de communication et d'un outil de liberté, comment on va transformer
son dessin. C'est ça que j'attends. Je suis très curieux de voir ce que nous imaginent déjà ces grands constructeurs de mobilité, ces grands fournisseurs de mobilité, en mettant à part ceux qui font du tapage tous les 4 matins. Je ne citerai pas Elon Musk. Mathieu? Mais ce que je trouve, on a identifié 48 thématiques à peu près cette année, ou 48 thématiques et topics en même temps, parce que la CTA n'est pas très claire sur ce rapprochement. En tout cas, ce que je trouve, et ce que je vais vérifier cette année, enfin plutôt analyser, essayer de regarder de manière plus fine, c'est l'accessibilité de la technologie. C'est-à-dire ce côté miniaturisation, accessibilité en termes de prix, et notamment sur l'auto. Je vais pas paraphraser Lionel, et très clairement il y a beaucoup de choses à faire, entertainment, mais aussi intégration. Je pense aux architectures mesh qui sont dans les voitures et qui vont pluer, ces nouvelles architectures qui vont pénétrer cette forme de edge computing finalement intégrée directement à la voiture. Il y a des choses qui sont absolument passionnantes, cette miniaturisation, cette intégration sous-jacente et presque cette connexion invisible ou diffuse, comme on en avait cité dans un des articles qu'on avait écrit il y a quelques années, cette technologie diffuse qui ne se voit pas et qui pour autant génère de la valeur. Et mettre ça en exergue finalement du concept du partenariat qui a été signé autour de Human Security for All entre la CTA et le CES cette année, et qui va présenter finalement quelques thématiques entre l'accès aux soins, la food security, tout ce qui va être environnemental protection, tout ce qui va être mobilité, la safety personnelle et en même temps communautaire, la political freedom et puis tout ce qui va être economic security, qui sont des thématiques sur lesquelles on peut agréger en fait finalement une technologie totalement diffuse au service de la valeur de l'usage, à proprement parler de l'humain, et qui font que des pilons papier peuvent autant nourrir de l'IoT, que Abbott qui va présenter son pacemaker miniaturisé quasi invasif, mais beaucoup moins invasif que les précédents pour les rythmes cardiaques lents de mémoire sont effectivement présents. Enfin voilà, c'est tous ces sujets-là. Moi, j'aime bien traiter d'un point de vue très macro et puis rentrer dans le détail ensuite d'une techno, parce que d'un seul coup, il y a quelque chose qui se crée. Il y a un échange aussi sur place qui va être humain, parce que le CES est quand même avant tout une aventure humaine aussi, technologique sous-jacente mais humaine. Et en tout cas, c'est tous ces sujets qui m'animent. Donc, en tout cas, l'accessibilité de la techno et sa réduction en termes de prix, sa capacité à s'interopérer avec d'autres systèmes d'information de manière plus facile. Voilà, sont tous ces sujets auxquels je suis assez sensible et qui font que le CES, c'est aussi une question à un moment de rentrer aussi dans le dur, parce que ce n'est pas que de la tuyauterie quand on parle d'IA. Il y a derrière une architecture un peu compliquée sur laquelle il faut tester aussi la valeur du produit qui nous est présenté, parce que mon produit est connecté et intégré avec de l'IA. Bon, on l'a entendu sur tous les salons, sur quasiment tous les stands, mais quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'IA as a services par différents cloud providers, sur lequel finalement la pertinence de la solution telle qu'elle était présentée, effectivement devient peut-être moins intéressante que sur le papier. Donc voilà, c'est aussi confronter la réalité de ce que est présenté par rapport à ce que l'on voit sur place. Et ça, malheureusement, il faut être présent sur place pour voir cette différence. Lionel? Une petite touche d'optimisme. Est-ce que la technologie que l'on voit se déployer sur des grands messes comme le CES, puisque c'est la technologie au service du consommateur, c'est notre technologie du quotidien, puisque c'est sa baseline d'origine, Consumer Electronics Show, est-ce que cette technologie va savoir être sobre? C'est bien de construire du matériel, mais avec quoi va-t-on le construire si on manque d'énergie? Et là, pour l'instant, j'ai quand même un peu l'impression que la planète brûle un peu et la technologie détourne à peine le regard dans cette direction. Et je ne sais pas si justement avec la ligne éditoriale de cette année, on va avoir une sensation de virage qui va vraiment s'enclencher, parce que vous, déjà au Canada, dans l'Ouest américain, déjà depuis plusieurs années, comme en Australie, vous avez vécu des incendies complètement monstrueux. Nous, on s'est un peu réveillé en Europe cet été, parce que c'est vrai que l'été a été chaud, et c'est très juste de se dire, cette technologie de demain, je ne suis pas en train de dire il faut de la décroissance et arrêter la tech. La tech probablement solutionnera des tas de choses, mais cette technologie, il faut être encore en capacité de la produire, et je ne sais pas si les gens qui parcourront les allées du CES en prendront conscience ou seront toujours là comme des petits garçons émerveillés devant les cadeaux de Noël qu'ils ont ouverts il y a quelques jours. On peut se croiser les doigts, et puis c'est sûr qu'on en reparlera après le CES. Lionel Tardy, Mathieu Deboeuf-Rochon, merci infiniment d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes les auteurs de la 4e édition du guide de survie du Consumer Electronics Show 2023. Et pour les gens qui sont en chemin, qui sont vers Las Vegas, je vous rappelle que puisque le livre
est notamment disponible chez Amazon, il est possible de le commander pendant votre séjour. Alors même de votre siège d'avion, si vous avez l'Internet à bord, vous pouvez passer une commande sur Amazon, le faire livrer à votre hôtel et c'est une question de journée, 1 ou 2 journées. Le service est assez rapide à Las Vegas, alors vous devriez avoir le livre en main et peut-être que ça vous permettra de ne pas gâcher tout votre voyage et vous pourrez récupérer les derniers jours de votre séjour là-bas. En tout cas, messieurs, merci et puis je vous souhaite un bon CES et on se croisera là-bas. Avec plaisir, merci Bruno. Beaucoup. Merci Bruno. Alors là, on va rencontrer ce qu'il y a de plus précieux pour les grands patrons d'entreprise qui veulent maximiser leur passage sur les kilomètres de tapis d'exposition du CES. On parle quand même d'une superficie d'exposition comparable à 35 terrains de football et comme vous l'avez entendu avec mes invités précédents, c'est très facile de perdre son temps si on n'est pas bien préparé. C'est pour ça qu'il existe des professionnels du CES, l'équivalent de guides de montagne ou de forêt ou de Sherpa pour l'Himalaya, qui vont guider les gens pour survivre à l'événement et profiter au maximum de leur passage. Mon prochain invité, c'en est un de ces pros du CES, avec plus de 20 éditions sous les pieds, où il a guidé les plus grands patrons français et il a accepté mon invitation pour venir partager de son expérience du CES. Bonjour Xavier Dallot. Bonjour Bruno. Quand je vous dis Consumer Electronics Show, qu'est-ce qui vous vient comme souvenir? Alors, je suis allé là pour la première fois en 2000 au CES, donc c'était le Consumer Electronics Show. Et pour répondre à votre question, on en est à la 4e étape de la définition de CES. Au début, effectivement, on allait au CES parce que on rencontrait des distributeurs qui allaient acheter leur télévision, leur PC, etc. C'était de l'électronics. La deuxième étape, après, CES a voulu dire pour moi Consumer ou alors Citizen Experience Show. Donc on y a rencontré des personnes qui se sont dit c'est intéressant, cette technologie, ça change la relation avec le citoyen consommateur. Donc c'était l'expérience, comment ça fonctionnait. Et la troisième étape, c'était celle qu'on connaît encore aujourd'hui, on va au CES parce qu'on sait qu'on va y trouver des produits intelligents et on essaye de comprendre comment ces produits intelligents peuvent rendre des services. Donc on s'intéresse beaucoup plus à la partie, disons, comment ces produits sont intelligents. C'est ce que j'appelle le Convergence Electronics Show. On est sur la convergence. Et la prochaine étape, c'est le CES qu'on va voir cette année. Maintenant, on est sur la partie, comment je pourrais donc dire, écosystème. On s'intéresse aux écosystèmes, à la convergence des écosystèmes. Ce qui va nous intéresser, qu'on soit aussi bien dans le secteur automobile ou celui de la santé, etc., on va s'intéresser à l'humain. Qu'est-ce que ça lui apporte à différents moments de la vie? Dans sa voiture, dans un lieu de commerce, il s'intéresse à sa santé, etc. C'est ça qui va être nouveau. Voilà. Donc on va se foutre complètement vraiment de la beauté technologique. On va surtout s'intéresser comment ça crée la valeur pour que l'humain s'implique, joue le jeu et disons à la fin, s'approprie l'objet. Donc oui, j'étais un peu long pour répondre parce que le CES, c'est plus du tout comme c'était au départ. Ce n'est plus l'objet, on s'en fout d'ailleurs complètement. Qui nous intéresse, c'est vraiment les nouveaux modèles économiques qui fait qu'à la fin, comme j'aime bien dire, on aura compris le CES, on comprend pourquoi la voiture est à 1 euro. Parce que c'est pas la voiture qui est importante, c'est les services qui vont m'apporter. Et qu'est-ce qui fait qu'année après année, vous y retournez? J'y retourne chaque année pour 3 raisons. La première raison, ce qui est pour moi la plus importante, je sais que je vais rencontrer des tas de gens. Je vais rencontrer, j'ai fait des rencontres passionnantes, je vais pouvoir échanger, partager, comme je le fais avec vous. Et ça, c'est absolument essentiel. Moi, je ne peux pas avoir raison seul dans mon coin, je dois partager avec d'autres et je vais beaucoup apprendre des autres. Deuxième chose qui est aussi très importante, c'est un point d'orgue qui pourra avoir lieu sur Mars, sur la Lune, n'importe où. C'est un point d'orgue où on fait un point sur les grandes tendances des innovations digitales. Qu'est-ce qui va arriver? Et moi, j'aime bien dire qu'il y a une innovation majeure qui arrive tous les 10 ans. Tout a commencé en 1944. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va arriver en 2024. Je sais que ce CES va être un CES d'hiver. On ne va pas y trouver des choses vraiment nouvelles, parce que c'est l'année prochaine qu'on va trouver ces axes de rupture.
44, ça a été le premier ordinateur, 54, ça a été le premier mainframe, 64, le premier mini, le 74, le premier micro, le 84, le Macintosh, le 94, le web, 2004, tout ce qui est social, média, 2014, on vit là-dedans, c'est la plateforme, c'est la plateformisation. Pour moi, 2024, j'aimerais bien trouver des arguments pour dire qu'on va vivre maintenant dans ce qui est la décentralisation. On parle de edge, on parle de portable avec soi, on parle d'informatique portée. C'est ça, c'est décentralisation massive. Donc moi, j'y vais chaque année pour comprendre où sont ces technologies qui pourraient un peu confirmer ma vision de ce qui va arriver demain. Évidemment, la troisième partie qui fait que j'y vais chaque année, parce que j'y vais, la première fois que je suis allé, Gary Shapiro est venu voir ensuite à Paris, il m'a dit, tiens, on a rencontré un Français. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous aider à faire connaître le CES en France? Et donc, au début, j'étais seul. Maintenant, la France est la troisième délégation au monde. Donc, je suis assez content de ce résultat. Donc, vous avez compris, j'y vais chaque année aussi pour accompagner tout un groupe d'experts français, surtout les experts qui m'intéressent, que j'accompagne là-bas pour leur faire comprendre les vrais enjeux des innovations digitales. Les vrais enjeux, c'est ça qui est important. Ben justement, parlons-en des gens qui décident de vous prendre comme Sherpa dans le CES. Quel type d'entreprise, quel type d'entrepreneurs font appel à vos services? Vous avez compris, au départ, j'étais seul. Petit à petit, j'ai monté ma petite équipe et ça sera mon dernier. Vous avez posé la question, mais en même temps, je vais me contredire parce que ça sera mon dernier CES. Et après vous avoir dit tout le bien, je compte qu'à la fin, je vais m'y prendre différemment parce qu'aller au CES, ça va être important, mais ce que je vous ai dit, ce qui est important, c'est comprendre. Et c'est le après qui sera important. Et pour ça, je m'applique beaucoup dans le World Electronics Forum, qui regroupe pas mal de partenaires au niveau mondial qui se posent la question justement, quels sont ces enjeux? Le WEF, WEF, qui m'intéresse, c'est bien de faire venir ces Français qui, au départ, ont été essentiellement du CAC 40. Je prends toutes les entreprises, les 40 premières entreprises sont venues avec moi sans exception. Et donc, au début, ils allaient seuls. Maintenant, ça n'a plus aucun sens parce que ils allaient seuls pour sentir. Maintenant, si elle veut que ce soit utile, il faut aller en délégation, en groupe. Donc, c'est plus du tout la même logique. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui est intéressant? Alors, on va être une petite délégation, une cinquantaine, mais il y aura une vingtaine d'entreprises, 25 entreprises qui viendront, que ce soit Air France, que ce soit Société Générale, que ce soit Engie, il y aura EDF, etc. Voilà, parce que ce sont quand même des grands acteurs qui sont en priorité, des grandes entreprises. Xavier Dallot, sur un plan plus personnel, puisque vous avez toute cette expérience dans vos souliers et dans votre esprit, comment vous vous préparez à participer à une édition chaque année? Cette préparation, elle est continuelle. C'est toute l'année, d'abord. Et pour ça, je rédige un rapport tous les mois, qui fait environ une quarantaine de pages, depuis avril 1995, avec la même grille d'analyse, où j'explique, avec cette grille d'analyse que j'appelle la tectonique des médias depuis 95, j'explique qu'est-ce qui était important dans le mois passé, pour comprendre ce qu'il va y avoir demain, et avec essayer de répondre à la question en termes de technologie, oui, mais surtout en termes de stratégie des acteurs majeurs. Donc j'écris ce document. Évidemment, en écrivant tout ce document, je pense tous les jours. Et donc, quel sera le prochain CES? De plus, j'écris un rapport chaque année, en gros 400-500 pages, où j'essaie d'imaginer le prochain CES de telle sorte qu'on puisse visiter le CES avant d'y aller. Cette année, j'ai fait une exception, je me suis pris un peu différemment, où en 520 pages, j'ai repris les analyses des grands consultants pour me mettre à leur place, leur dire, voilà, faire la synthèse de leur vision de ce qui sera le CES 2023. Ça, c'est nouveau. Avant, c'était moi, maintenant, je m'appuie sur eux pour essayer un peu de mettre en avant comment ils voient les grandes tendances du CES. En terminant, quand vous regardez les éditions passées que vous avez fréquentées, qu'est-ce qui fait une bonne édition du CES? Alors d'abord, ce qui peut faire une mauvaise édition, c'est ce qui s'est passé les 2 dernières années, parce que 2020, c'était passionnant, mais 2021, à la fin, ça n'a pas pu avoir lieu. L'année dernière, la Covid a tout gâché un mois avant, et donc il y a eu annulation. Donc ça a été un peu terrible de voir tous ces stands vides, parce que il y avait une annulation. Voilà, ça c'était un point de détail. Et pour moi, ce qui fait qu'une bonne édition, c'est il faut bien associer qu'il y aura bien de l'innovation. J'adore quand le CES me dit il y aura, c'est ce qu'il disait, je me souviens en 2020, il y aura 20 000 nouveaux produits et services. Ça c'est intéressant. 20 000 produits nouveaux et services. Challenge, de quoi il s'agit? Ça c'est une bonne édition. En avoir
entre guillemets, plein la gueule. Voilà, ça, on va digérer tout ça. Pour moi, le CES 2001, avec ma montre, j'ai calculé que j'ai fait 100 km. 100 km, ça, c'est réussi. Ça, c'est intéressant. Je suis bien drogué à ça. Et ce qui est aussi pour moi aussi une grande réussite, c'est non seulement de l'innovation, mais aussi c'est rencontrer des gens. Ça y est, j'ai vu des gens passionnants, je les ai croisés, je me suis enrichi personnellement. Et pour moi, c'est aussi cette capacité à pouvoir partager, comme je le fais avec vous, partager au niveau le plus vaste, qui fait que avec le temps, j'ai d'assez bonnes relations, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, au Japon, au Corée du Sud. Avec le temps, j'ai toujours d'approfondir les échanges avec ces gens-là. Xavier Dalot, je vous remercie d'avoir pris de votre temps de préparation pour m'accorder cette entrevue. Je vous souhaite une excellente édition 2023, et particulièrement parce que ça sera votre dernière. Il faut que vous partiez avec un bon souvenir. Merci. Question qui s'impose. Je vais bien vous y retrouver là-bas. Ah ben tout à fait. Ah, j'espère bien. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir. À suivre, Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Salut tout le monde, c'est François Sorel. Je suis le présentateur de Tech & Co sur BFM Business chaque soir de 20h à 22h. Et vous êtes en train d'écouter l'excellent podcast de mon ami Bruno Guglielminetti. C'est mon carnet. Bonne écoute. Parmi les 100 000 participants attendus au CES cette année, il y en aura quelques-uns en provenance du Québec, alors que cette année encore est organisée par Investissement Québec une mission d'entrepreneurs qui sont accompagnés dans l'aventure pour venir voir, rencontrer et présenter au CES. Pour parler de cette mission du Québec, on va rejoindre Mathieu Cormier. Il est le directeur des affaires économiques pour l'Ouest américain à la Délégation générale du Québec à Los Angeles, et c'est lui qui est en charge de cette mission. Bonjour Mathieu Cormier. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mathieu, vous êtes en charge d'une délégation ou d'une mission québécoise qui va se présenter au CES. D'abord, parlez-moi un peu des gens qu'on va retrouver dans le cadre de cette mission. Cette année, c'est un peu particulier, la CES, comme vous le savez tous. C'est le retour en présentiel après 2 années difficiles de pandémie là, pour les trade shows. Donc, on est heureux d'avoir environ 45 entreprises québécoises qui vont participer à notre édition, notre délégation du Québec, le ACES, cette année. Puis, on est vraiment dans une mouvance des technologies, de l'innovation. Donc, on suit les tendances et nos entreprises québécoises vont marcher dans ces pas-là. Donc, on a des entreprises à différents niveaux. On retrouve beaucoup les transports cette année, là, encore une fois, qui sont très présents. Le Québec est assez fort là-dedans au niveau de certains logiciels, des caméras, des systèmes de LiDAR et de laser. Donc, on a plusieurs entreprises à ce niveau-là. On a aussi le secteur de l'ingénierie et au niveau des modulations 3D. Donc, le Québec est assez fort là-dedans aussi. On a développé plusieurs logiciels au cours des ans. Donc, que ce soit dans les écrans 3D, des logiciels 3D. Donc, on voit ça beaucoup arriver sur le marché. Donc, ou la prise de mesure de corps humain 3D, tant pour la médecine que pour les vêtements. Exactement. Donc, le Québec est assez fort là-dedans. On a aussi, c'est sûr, d'autres entreprises de divertissement. Je pense à D-Box, par exemple, avec leur siège qui bouge dans les salles de cinéma, puis le Centre Phi. Mais ce qui est intéressant également, c'est que on a de plus en plus d'acteurs reliés à l'innovation et à l'investissement qui regardent un peu plus ce qui se passe à CES. Donc, on a des gens du Québec dans des fonds de croissance, on a des accélérateurs, des organismes qui vont aider les startups, qui vont venir regarder, voir qu'est-ce qui se passe à CES. Encore une fois, c'est quoi les tendances, mais c'est aussi comment ça se passe, l'évolution des innovations au sein de certains écosystèmes. Donc, c'est tout un peu le Québec Inc. en innovation là, qui va être là à CES avec nous. Et c'est pas évident parce que à la fois, je présume qu'il va y avoir une présence
entre guillemets, kiosques, mais il y a aussi beaucoup de travail qui va se faire en coulisses. Hein. Je pense notamment dans le domaine du transport et de l'automobile. Il va y avoir une forte présence cette année dans ce domaine-là des exposants. J'imagine qu'il y a des gens de votre délégation qui vont être curieux d'aller les rencontrer pour justement présenter à ceux qui ne connaîtraient pas encore le savoir-faire québécois dans le domaine. Ça, c'est un exemple, par exemple. Exactement. Donc, en effet, on a notre kiosque Québec où quelques entreprises vont être présentes, vont pouvoir afficher ou exposer leur technologie. D'autres entreprises, eux, vont avoir leur propre kiosque là, dans la foire, bien entendu. Et il y en a d'autres qu'eux, ils vont décider de simplement marcher le show pour soit rencontrer leurs clients actuels, peut-être des clients potentiels aussi, mais voir les tendances. C'est vraiment important, notamment dans l'industrie automobile. On le voit beaucoup là, aux États-Unis avec, bon, c'est sûr, les véhicules électriques, la batterie, mais de plus en plus, c'est les véhicules autonomes et les véhicules intelligents. On sait maintenant, là, les automobiles, c'est principalement un ordinateur sur 4 roues, là, avec tellement de data et d'informations qui est collectée. Puis Québec tire son épingle du jeu là-dedans, notamment là avec différents logiciels de contrôle du trafic, avec Ledartech, par exemple, là, qui est une belle entreprise de chez nous là, qui a développé des technologies de radar de détection. Donc, eux vont profiter du fait que les grands développeurs du monde automobile, par exemple, les OEM, vont être là sur place pour présenter leurs nouveaux projets, leurs tendances, qu'est-ce qui s'en vient. Et ça nous donne accès aux grands donneurs d'ordre. Donc, nous, on est là pour se faire connaître nos technologies, parfois pour développer les technologies conjointement avec eux ou tout simplement en faisant des transferts technologiques, en vendant des technologies à ces grands groupes-là. Puis moi, présentement, je suis basé à San Francisco, à Silicon Valley, puis c'est sûr que c'est un gros hub en matière de transport intelligent avec différentes entreprises, bon, les Tesla de ce monde, Uber, Cruise, etc. Et Québec, on est là pour les accompagner à avancer au niveau technologique. Donc, c'est pour ça que différents centres de recherche en innovation basés à Silicon Valley de ces grands groupes-là automobiles, Volkswagen, Toyota, bien sûr les Américains aussi, vont à CES pour rencontrer encore une fois d'autres entreprises technologiques pour leur permettre d'avancer là, dans leur cheminement, puis surtout dans la décarbonisation. Là, on le voit, les tendances du marché là, sont vraiment accélérées là, au cours des dernières années. Donc, ça va être un mélange de kiosques, on marche le show, on regarde les tendances. Puis nous, le gouvernement du Québec, notre apport à tout ça, c'est comme vous le dites, on travaille dans l'ombre, essayer d'obtenir des rencontres. Donc, avec nos réseaux, les gens, on est capable de peut-être accélérer les choses en faisant rencontrer un vice-président au développement ou quelqu'un en charge d'innovation de technologie dans un grand groupe. Donc, pour une petite entreprise PME, ça sauve vraiment beaucoup de temps, ça donne la crédibilité. Puis aussi, on est capable de faire plusieurs rencontres dans un court laps de temps. Donc, on travaille beaucoup à ce niveau-là avec toutes nos équipes aux États-Unis. Est-ce que le gouvernement du Québec va en profiter pour faire une offensive du côté du merveilleux monde de la batterie? Parce qu'on le sait, là, maintenant, il y a un positionnement Québec dans ce domaine-là. Est-ce que le CES, c'est un moment clé aussi dans le domaine pour le Québec? Ben, c'est certain que la batterie, tout le monde en parle présentement aux États-Unis et dans le monde, dont au Québec. Puis, les Américains sont vraiment agressifs. On l'a vu avec le plan Biden. Ils ont redonné des subventions aux États pour attirer des grands groupes étrangers et construire des batteries sur leur territoire. Mais le Québec aussi tire bien son épingle de jeu avec différents investissements qui s'en viennent très prochainement, notamment à Bécancour. On a des belles entreprises aussi québécoises qui développent des technologies autour de ça. Donc, CES, c'est l'endroit où on va pouvoir renouer avec certains contacts automobiles. Mais à proprement dit, nous, on mise beaucoup sur le Battery Show qui se passe là à Détroit, là, dans la région des Grands Lacs, pour vraiment jouer les cartes du Québec. Donc, c'est là que tout le monde est. Donc, c'est là que nous, on va avoir un gros kiosque. Mais pour CES, on est plus dans l'ombre. Donc, on va avoir des discussions, notamment, par exemple, en matière d'attraction d'investissement. Donc, on a nos collègues là, qui font du démarchage économique pour essayer d'attirer des investissements vers le Québec. Donc, il y a certaines rencontres qui vont se préparer. Comment on prépare les entrepreneurs québécois qui vont débarquer peut-être pour la première fois au CES? Est-ce que vous avez une formation particulière pour les préparer? Parce que c'est vraiment un marathon, là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que pour les gens qui arrivent là pour la première fois, c'est
quand même impressionnant. Tu sais, c'est une des plus grandes foires aux États-Unis à chaque année. C'est vraiment impressionnant. Puis ça peut aussi déboussoler les certains qui arrivent. Là. Puis je pense que vous en êtes pas à votre première édition. Là, vous avez vu l'évolution, tout ça. C'est sur plusieurs sites. Il y a différentes zones. Il y a beaucoup de pavillons internationaux. Il y a beaucoup d'entreprises privées. Il y a beaucoup d'activités aussi, hein, CES, pendant CES et aussi autour de CES. Donc, c'est important de bien se préparer à faire un show comme ça pour justement pas trop perdre notre temps puis essayer de rester focus parmi tous les divertissements que Vegas peut offrir. Donc, nous, avec Investissement Québec International, on a organisé une délégation. Puis, dans le passé, on a eu des formateurs qui sont venus nous enseigner un peu sur les meilleures pratiques, comment marcher un trade show pour être efficace. Hein, donc, comment bien saisir les gens avec qui on va avoir des interactions? Est-ce que c'est les bonnes personnes? C'est le bon niveau? Est-ce que il peut y avoir des collaborations? Puis aussi, comment essayer de retenir cette information-là? Parce qu'on est submergé de stimuli, d'informations de gens et tout ça. Et c'est vraiment important de filtrer et ensuite de bien se poser pour faire la part des choses, pour assurer les suivis. Donc, c'est comme ça, on aide un peu les entreprises, en fait, tout au long de l'année à se préparer à CES parce que nos entreprises qui sont chez nous avec Investissement Québec International vont participer à un certain parcours. Donc, au Québec, on les aide avec différentes organisations, que ce soit au niveau de leur production, le financement, les subventions, la recherche et développement, les ressources humaines. Donc, on les aide avec différents partenaires. Et ensuite, rendus aux États-Unis, par exemple, ben là, c'est nos délégations sur le territoire avec leurs équipes d'experts vont pouvoir continuer à démarcher, soit à trouver des clients potentiels, peut-être favoriser des implantations aussi aux États-Unis pour les aider pour qu'ils puissent se rapprocher de leur marché, de leurs clients. Donc, tu sais, ce genre de choses-là se fait tout au long de l'année et eux vont cultiver les relations et les activités et là, vont utiliser CES pour justement organiser des rencontres avec ces partenaires-là qu'ils auront collaboré tout au long de l'année. Donc, c'est vraiment un process assez substantiel. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent là juste pour trouver des idées aussi puis voir les tendances. Donc, ça dépend toujours de nos objectifs, comment on se prépare. En terminant, M. Cormier, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui va aller visiter, qui va participer au CES, ce serait quoi? Premièrement, une bonne paire de chaussures. Toujours bon là d'avoir des bons souliers, pas des souliers neufs là pour pas avoir trop d'ampoules la première journée. Donc une bonne paire de chaussures, mais surtout soyez curieux, tu sais, parce que ce genre de show-là, il y a beaucoup de choses. Puis des fois, on marche dans les allées, on regarde, tu sais, on est trop gêné, tu sais, étant québécois, on veut pas trop déranger, mais c'est important de rester curieux, poser des questions, aller voir les gens, toucher la technologie, c'est le temps de voir. C'est une belle vitrine et de poser des questions. Puis des fois, on fait des belles rencontres insoupçonnées comme ça qui peut nous amener à des avancées technologiques ou des partenariats d'affaires. Donc, moi, je dis, c'est toujours de prendre les devants et de profiter de cette belle foire qui est le CES qu'on est chanceux d'avoir. C'est pas trop loin de chez nous. Mon invité, directeur des affaires économiques Ouest Amérique à la délégation générale du Québec à Los Angeles. Il est basé à San Francisco. Mathieu Cormier, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions et puis on se croisera au CES. Avec plaisir, Bruno. Bonjour, ici Denis Talbot, animateur de Radio Talbot, et vous écoutez le podcast Mon Carnet avec Bruno Guglielminetti. Maintenant que je vous ai parlé de la délégation du Québec, faut quand même être un peu chauvin, on va parler d'une des délégations, sinon la délégation la plus importante. Quand on parle de délégations étrangères qui convergent vers le CES, il est difficile de ne pas parler de l'invasion française qui déferle année après année sur Las Vegas, le temps de cette grande rencontre de l'industrie. D'ailleurs, elle est tellement importante que depuis longtemps, on dit qu'après les Américains, ce sont des Français qu'on croise le plus souvent au CES, tellement ils sont nombreux. Et s'ils sont si nombreux, c'est grâce à la French Tech. Cette année encore, ils seront nombreux et à ce sujet, je vous propose ce court extrait d'une entrevue que Éric Morin, c'est le directeur du département Tech de Business France, qui est en charge de la délégation, a accordé à l'animatrice Delphine Sabatier. Elle est l'animatrice de l'émission Smart Tech de la chaîne BeSmart, qui justement voulait prendre des nouvelles de la délégation. Éric Morin. L'édition 2023, en effet, se présente très bien et on reviendra vraiment complètement au niveau pré-crise, puisque c'est vrai que les deux dernières éditions étaient en 2021
en 100% digital. En 2022, ça a été une édition où la French Tech est revenue de très belle manière, mais qui a été touchée évidemment par Omicron. Donc c'était une édition en demi-teinte, on peut dire. Là, tous les signaux sont au vert. On a une très belle délégation qui se prépare depuis des semaines. On aura autour de 200 entreprises, 170 sur la zone vraiment dédiée à l'innovation de ce salon qui s'appelle l'Eureka Park et dédié aux jeunes startups qui présentent de nouveaux produits. Et puis, une petite vingtaine d'entreprises sur le pavillon automobile, puisque ce salon du CES est aussi devenu un salon qui allait sur tous les secteurs de l'économie transformée par la tech, en particulier l'automobile et la mobilité. Alors, on parle de 2200 exposants, 175 000 visiteurs de manière générale sur le CES de Las Vegas. Alors, en termes de délégation étrangère, en général, on était les champions, nous, en France. Est-ce que ce sera le cas encore cette année ? Ça sera a priori largement le cas d'après les chiffres qu'on a des autres délégations. Bien sûr, les Américains sont un petit peu à part puisqu'ils jouent à la maison et il y a évidemment une très forte présence américaine. Mais sur l'Eureka Park en particulier, la France sera de loin la première délégation, très bien située à l'entrée de cette zone qui attire toujours beaucoup de monde, beaucoup de médias évidemment, de décideurs, de grands groupes qui viennent justement finalement humer les innovations de ce salon qui donne toujours un peu le là de tout ce qui va se passer dans l'année qui débute. Bonjour, je ne fais que passer, ici Jérôme Colombin, animateur du podcast Monde Numérique. Vous écoutez le podcast Mon Carnet avec Bruno Guglielminetti. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition pré-CES de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous préparer cette émission-là et de parler avec tous ces gens-là pour, à quelque part, aussi me préparer, me mouiller dans le bain du CES. Alors, merci à mes invités, merci à vous qui m'écoutez encore en cette fin de balado. Et en passant, si vous participez au CES cette année et qu'on se croise, n'hésitez surtout pas et prenez une minute, s'il vous plaît, pour venir me saluer. C'est toujours agréable de se rencontrer ici. Si vous m'écoutez en vol, assis dans votre siège d'avion en direction de Las Vegas, eh bien, je vous souhaite un bon vol. Sinon, je vous souhaite une bonne année 2023 et je vous donne rendez-vous l'an prochain pour l'édition du 6 janvier prochain et qui vous parviendra en direct de Las Vegas. Entre-temps, passez une bonne semaine et surtout, portez-vous bien.